C'était un dimanche, le jour du Seigneur, le jour où verser le sang est un crime contre Dieu lui-même. Mais ce 27 juillet 1214, au nord de la France, sous une chaleur écrasante et une poussière suffocante, les lois divines n'existent plus, car l'Europe entière s'est rassemblée sur une plaine avec une seule obsession, égorger la France. Ils sont venus de partout, des brumes d'Angleterre, des forêts de Germanie, des plaines de Flandre, 3 armées monstrueuses, 3 souverains ivres de haine et de puissance. Ils encerclent un seul homme, un seul roi, Philippe Auguste. Sur le papier, ce n'est pas une bataille, c'est une exécution. Mathématiquement, la France est déjà morte. Les chroniqueurs de l'époque préparent déjà son oraison funèbre, imaginant le royaume dépecé et partagé entre les vautours. L'empereur du Saint-Empire et le roi d'Angleterre pensaient venir partager un cadavre encore chaud. Ils pensaient que ce dimanche d'été serait une promenade de santé, le jour où ils effaceraient pour toujours l'arrogance française de la carte d'Arsion du monde. Ils se trompaient lourdement, car dans la boue sanglante de Bouvines, ils n'ont pas trouvé des victimes prêtes à tendre le coup. Ils ont trouvé des lions. Ce jour-là, contre toute logique, contre toute attente, la France ne va pas seulement survivre, elle va naître dans un fracas de fer et de fureur qui résonne encore 8 siècles plus tard. Mais pour comprendre l'ampleur du miracle qui va se produire, pour saisir pourquoi ce jour est le véritable acte de naissance de notre nation, il faut comprendre à quel point la situation était désespérée. Il faut regarder la carte de l'époque. La France est un petit îlot bleu, fragile, entouré par une marée rouge sang qui ne cesse de monter. Depuis des années, Philippe Auguste, ce roi visionnaire, ce bâtisseur acharné, dérange. Il reprend ce qui est à lui. Il chasse les Anglais de Normandie. Il soumet les barons rebelles. Il renforce le pouvoir royal. Et ça, ses voisins ne le supportent pas. Une France forte est une menace pour l'ordre établi. Alors, dans l'ombre des châteaux et des cours étrangères, un complot terrifiant a pris forme. Une coalition comme on en a rarement vu dans l'histoire. À la tête de cette hydre, il y a Jean Santerre, le roi d'Angleterre. Un homme riche, cruel, humilié par ses défaites passées, qui a vidé les coffres de Londres pour acheter chaque mercenaire disponible en Europe. Il veut récupérer sa Normandie, et il veut la tête de Philippe au bout d'une pique. À ses côtés, il y a l'empereur Othon, 4 du Saint-Empire romain germanique. Un colosse brutal, ambitieux, qui rêve d'imposer l'aigle allemand sur l'Occident chrétien. Il a marché depuis la Saxe avec ses chevaliers d'élite, des tueurs professionnels bardés de fer, convaincus de leur supériorité raciale et militaire sur les petits Français. Et enfin, le pire de tous, Ferrand, le comte de Flandre, le vassal du roi de France, l'homme qui a juré fidélité à Philippe pour mieux le poignarder dans le dos au moment critique, le traître par excellence, guidé par l'avidité et la promesse de terre. Leur plan est d'une simplicité biblique et d'une efficacité redoutable. C'est la stratégie de l'étau. Jean Santerre débarque à La Rochelle et attaque par le sud pour attirer l'armée française loin de Paris. C'est la diversion. Pendant ce temps, l'armée principale, la grande masse de fer commandée par l'empereur Othon et le traître Ferrand, doit fondre sur le nord, écraser les défenses dégarnies et marcher droit sur Paris pour brûler la capitale. C'est un piège mortel. La France est prise en tenaille. N'importe quel autre souverain aurait paniqué. N'importe quel autre roi aurait tenté de négocier, de céder des terres, de payer une rançon pour sauver sa peau. Mais Philippe n'est pas n'importe quel roi. C'est un Capétien.
Il a du fer dans le sang. Il comprend immédiatement la manœuvre. Il sait qu'il ne peut pas être partout à la fois. Alors il prend une décision qui glace le sang de ses conseillers. Il divise ses forces. Il laisse son fils, le prince Louis, le futur Louis VIII, le lion, s'occuper des Anglais, au sud, avec une poignée d'hommes. Et lui, il prend l'étendard de Saint-Denis, l'oriflamme rouge sang des rois de guerre, et il remonte vers le nord. Il marche droit vers l'empereur, droit vers l'armée la plus puissante d'Europe. Il marche vers une mort quasi certaine. Nous sommes maintenant au matin du 27 juillet. L'armée française, épuisée par des marches forcées, arrive près d'un petit pont, au-dessus d'une rivière marécageuse appelée la Marque, près du village de Bouvines. Philippe a un objectif, traverser le pont et se replier vers l'île pour choisir un meilleur terrain. Il sait qu'il est en infériorité numérique. Il a environ 7000 hommes. En face, la coalition en aligne au moins 25 000, peut-être plus. 3 contre 1. Mais les espions de l'empereur Otton veillent. Ils voient les Français s'engager sur le pont. Ils voient l'opportunité. Otton jubile. Pour lui, les Français fuient. Ils ont peur. C'est le moment idéal pour les attaquer par derrière, pour transformer la retraite en déroute, pour les massacrer pendant qu'ils sont vulnérables et désorganisés. Les conseillers de l'empereur lui rappellent que nous sommes dimanche. La trêve de Dieu interdit formellement le combat ce jour-là. Attaquer un dimanche, c'est risquer l'excommunication, c'est risquer la colère divine. Mais Otton s'en moque, Jean sans Terre s'en moque, Ferrand s'en moque. Ils sont aveuglés par l'orgueil. Ils sont persuadés que Dieu est du côté des gros bataillons. Ils donnent l'ordre de l'attaque. Le sol commence à trembler. Au loin, un nuage de poussière s'élève, masquant le soleil. Le bruit sourd de milliers de sabots martelant la terre sèche se fait entendre. Les corps de guerre allemands hurlent. L'arrière-garde française, prise par surprise, commence à fléchir. Philippe Auguste, qui venait de passer le pont, et s'était assis sous un frêne pour reprendre son souffle et retirer son armure à cause de la chaleur, apprend la nouvelle. L'ennemi attaque. Ils ont violé la trêve. Il charge ses hommes dans le dos. Le roi se lève. Son visage est calme, mais ses yeux brûlent d'une lueur terrifiante. Il ne se rhabille pas pour fuir. Il entre dans une chapelle proche, fait une prière rapide. « Seigneur, je ne suis qu'un homme, mais je suis le roi de France. Vous devez garder le royaume que vous m'avez confié. » Puis, il enfile son aume, monte sur son destrier et fait demi-tour. Il repasse le pont dans l'autre sens. Il revient vers ses hommes. Il se place au premier rang. Il déploie ses troupes en ligne de bataille sur le plateau, dos au soleil, face à l'ennemi. Il n'y aura pas de retraite. Il n'y aura pas de tactique complexe. Ce sera un mur contre un mur. D'un côté, l'élite arrogante de l'Europe, sûre de sa victoire, brillante d'or et d'acier. De l'autre, une armée hétéroclite, composée de chevaliers loyaux jusqu'à la mort, mais aussi, et c'est inédit, de milices communales, des roturiers, des bouchers, des boulangers, des artisans venus des villes de France, armés de pics et de haches, prêts à mourir pour leur roi. Le silence tombe sur le plateau de Bouvines. Un silence lourd, électrique. Les deux lignes se font face. On entend le cliquetis des armes, le souffle des chevaux. L'empereur Otton, au centre de sa ligne, sous son aigle doré monté sur un char, regarde Philippe. Il pense voir un homme condamné. Il ne sait pas encore que dans quelques heures, son empire va s'effondrer et que sa gloire va finir dans la boue. Il ne sait pas encore qu'il vient de réveiller une force qu'il ne peut pas comprendre. La charge est sonnée. L'impact est imminent.
Le choc est effroyable. Le bruit de l'acier contre l'acier résonne comme un coup de tonnerre qui déchire la plaine, audible à des kilomètres à la ronde. Ce n'est pas le fracas ordonné d'un tournoi, ni la chorégraphie élégante des chansons de gestes. C'est le bruit brut, chaotique et terrifiant de la guerre totale. 30 000 hommes et des milliers de chevaux de guerre se percutent de plein fouet dans un nuage de poussière ocre qui étouffe les cris et aveugle les combattants. Sur l'aile droite française, c'est le chaos immédiat. Mais au milieu de cette tempête, un homme garde la tête froide. Frère Guérin, l'évêque élu de Senlis. C'est une figure fascinante, un moine soldat comme l'histoire en produit rarement. Il ne porte pas seulement la croix, il porte la stratégie du royaume. Juste avant l'impact, il a chevauché le long des lignes, haranguant les chevaliers, leur ordonnant d'étirer leurs rangs pour ne pas être encerclés par la marée flamande, bien plus nombreuse. Il sait que le sort de la France se joue ici, face aux troupes du traître Ferrand de Flandre. Ferrand, justement, est là, ivre d'orgueil. Il mène ses chevaliers flamands, réputés pour être des brutes au combat, des hommes lourds et puissants. Ferrand a juré qu'il entrerait dans Paris avant la nuit pour s'y faire couronner ou, à défaut, pour piller la ville jusqu'à la dernière pierre. Il a méprisé Philippe Auguste, le traitant de roi de paille. Mais il va découvrir à ses dépens que l'orgueil précède toujours la chute, et que la chute sera brutale. Les premiers engagements sont d'une violence inouïe. Les lances se brisent au premier contact, volant en éclats de bois acérés qui transpercent les côtes de mailles et les chairs. Une fois les lances brisées, les épées sortent des fourreaux, lourdes, tranchantes, faites pour fracasser les os. Les masses d'armes s'abattent sur les aumes avec un son mat et écœurant. On ne cherche pas à faire prisonnier, on cherche à détruire. Les chevaliers champenois et bourguignons, fidèles au roi, se battent avec une rage froide. Ils savent qu'ils affrontent des traîtres, des hommes qui ont renié leur serment féodal. Et pour un chevalier français de ce temps-là, la trahison est une souillure qui ne se lave que dans le sang. Au cœur de la mêlée, les chevaux, ces destriers massifs, entraînés pour mordre et frapper, sont aussi des armes. Ils piétinent les malheureux tombés à terre, leurs sabots ferrés écrasant les armures comme des coquilles de noix. La chaleur est insoutenable. Sous le soleil de juillet, à l'intérieur des aumes fermés, la température monte en flèche. Les hommes suffoquent, boivent leur propre sueur, le sang aveugle leurs yeux, mais personne ne recule. C'est une épreuve de volonté pure. Ferrand de Flandre cherche la gloire, mais il trouve un mur. Les chevaliers de Guérin, bien que moins nombreux, sont plus mobiles, plus disciplinés. Ils appliquent une tactique impitoyable, viser les chevaux. C'est une guerre sans honneur chevaleresque, une guerre de survie. Les montures flamandes s'effondrent, éventrées, jetant leurs cavaliers lourdement armés dans la boue. Et une fois au sol, un chevalier n'est plus qu'une tortue renversée, vulnérable, lourde, pataude. C'est là que le destin du traître se scelle. Ferrand, encerclé, voit ses gardes du corps tomber un à un sous les coups furieux des Français. Il est assailli de toutes parts. Son cheval est abattu. Il chute lourdement. Avant même qu'il ne puisse se relever, une nuée de soldats français se jette sur lui. On ne le tue pas, ce serait trop doux. On le roue de coups, on l'humilie, on l'enchaîne comme un animal dangereux. Lui qui rêvait de défiler en vainqueur à Paris, y sera traîné, mais à l'arrière d'une charrette, couvert de boue et de crachats, sous les huées de la foule. L'aile gauche de la coalition vient de s'effondrer. Le premier pilier de l'alliance ennemie est brisé. Mais la victoire
est loin d'être acquise, car si l'aile droite française triomphe, au centre, là où se tient le roi, la situation vire au cauchemar. C'est là que se joue le drame principal. Au centre du dispositif, face à l'étendard royal aux fleurs de lys d'or, se dresse l'infanterie de l'empereur Otton, des milliers de fantassins allemands et brabançons. Ce sont des mercenaires, des tueurs professionnels qui ne connaissent ni la peur ni la pitié. Ils avancent en formation serrée, une forêt de pics hérissés, protégée par des murs de boucliers. Derrière eux, la cavalerie lourde allemande attend son heure pour porter le coup fatal. Philippe Auguste a placé devant lui, pour protéger sa chevalerie, les milices des communes. Ces fameux roturiers, regardez-les bien, ce ne sont pas des soldats de métier, ce sont les habitants de Corbie, d'Amiens, d'Arras, de Beauvais, de Compiègne. Ils ont quitté leurs échoppes et leurs ateliers pour répondre à l'appel du roi. C'est un moment historique inouï. Pour la première fois, le peuple de France se dresse, arme au poing, pour défendre la nation naissante. Ils ne se battent pas pour un seigneur local, ils se battent pour la France. Mais le courage ne suffit pas toujours face à la technique meurtrière des mercenaires impériaux. Le choc au centre est terrible. Les miliciens français, moins bien équipés, plient sous la pression colossale de l'infanterie allemande. Les pics germaniques trouvent les défauts des armures de cuir. Les brabançons, cruels et méthodiques, taillant en pièces les premiers rangs des communes. La ligne française commence à se fissurer. Philippe Auguste voit le massacre. Il voit ses sujets tomber pour lui. Il ne reste pas immobile. Il sait que si le centre cède, l'armée sera coupée en deux, et ce sera la fin. Alors, le roi prend une décision qui va glacer le sang de toute l'Europe. Il ne recule pas. Il ordonne à ses chevaliers d'élite, sa garde rapprochée, de charger à travers les rangs ouverts, des milices pour stopper l'avancée allemande. Et lui-même, l'épée à la main, se lance dans la fournaise. C'est un acte de folie pure. Un roi, au Moyen-Âge, dirige l'armée, mais il s'expose rarement au cœur de la mêlée d'infanterie, là où les coups sont les plus vicieux, là où n'importe quel paysan armé d'un couteau peut égorger un souverain sacré. Mais Philippe sait que l'exemple doit venir d'en haut. La mêlée devient indescriptible. C'est un tourbillon de poussière et de sang où l'on ne distingue plus l'ami de l'ennemi. Les chevaliers français, habitués aux combats à cheval, se retrouvent englués dans la masse des fantassins allemands. Ils frappent de taille et d'estoc, fendant les crânes, tranchant les membres, mais les Allemands sont trop nombreux. Ils sont comme une hydre dont les têtes repoussent sans cesse. Et soudain, l'impensable se produit. L'événement qui a failli changer le cours de l'histoire de France, et peut-être du monde, survient en une fraction de seconde. Philippe Auguste est repéré. Son armure royale, son bouclier aux fleurs de lys, son panache, tout le désigne comme la cible ultime. Les fantassins allemands, voyant le roi à portée de main, se ruant sur lui avec une férocité bestiale. Ils ne cherchent pas à le capturer pour une rançon. La haine qu'Otton a instillée dans ses troupes est telle qu'ils veulent sa mort. Ils veulent voir le sang royal couler dans la boue. Des crochets surgissent. Ce sont des armes ignobles, des perches munies de lames courbes faites pour désarçonner les cavaliers. Un soldat allemand parvient à accrocher le camail du roi, cette protection de mailles qui couvre le cou. Il tire de toutes ses forces. Philippe suffoque, l'acier lui scie la gorge. Il se débat, mais un autre crochet s'agrippe à sa selle, un autre à son bras. C'est une meute de loups s'acharnant sur un cerf majestueux. Le cheval du roi, blessé, affolé, se cabre
et s'effondre. Philippe Auguste est jeté à terre. La chute est lourde. Le roi de France est au sol. Immédiatement, une grappe de soldats ennemis se jette sur lui, dague levée, cherchant le défaut de l'armure, cherchant la gorge, les yeux, les aisselles. C'est la fin. La couronne de France roule dans la poussière. Les chroniqueurs retiennent leur souffle. À cet instant précis, la France n'a plus de tête. Elle est à un battement de cœur de l'anéantissement total. Mais c'est sans compter sur la furie légendaire de la chevalerie française. Voir son roi à terre provoque chez ces hommes une réaction chimique, une explosion de rage sacrée. Le cri d'alarme parcourt les rangs comme une onde de choc. « Au roi ! Au roi !» Le premier à réagir est un chevalier dont le nom mérite d'être gravé dans le marbre, Pierre Tristan. Il ne réfléchit pas. Il se jette littéralement sur le corps de son roi pour faire rempart de sa propre chair. Il reçoit les coups destinés à Philippe. Son armure se cabosse, le sang gicle, mais il tient bon. Il offre quelques secondes précieuses, juste assez pour que la cavalerie lourde de la maison du roi arrive. Ce qui suit est un massacre. La garde royale, menée par Guillaume des Barres, arrive comme un ouragan vengeur. Ils ne combattent plus, ils exécutent, ils chargent les fantassins allemands avec une violence telle que les corps volent sous l'impact des destriers. Ils piétinent, ils écrasent, ils transpercent, ils nettoient l'espace autour du roi avec une efficacité terrifiante. Philippe, étourdi, meurtri, mais vivant, est relevé par ses hommes. On le remet en selle sur un nouveau cheval, et c'est là que tout bascule. Quand les soldats français voient leur roi se relever, quand ils voient l'étendard royal se redresser fièrement au-dessus de la mêlée, un immense rugissement parcourt la ligne. Ce n'est pas un cri de soulagement, c'est un rugissement de prédateur. La peur a changé de camp. Jusqu'à présent, les Français se battaient pour survivre. Maintenant, ils vont se battre pour tuer. Le roi est sauf, et la colère de l'armée française est désormais sans limite. Les yeux se tournent vers l'aigle doré qui flotte au loin. L'empereur Othon. Il a osé toucher au roi. Il a osé profaner la personne sacrée. Il va devoir payer le prix fort. Guillaume des Barres, celui que l'histoire retiendra peut-être comme le plus grand guerrier de son temps, fixe l'empereur. Il ajuste sa prise sur son épée. Il n'attend pas les ordres. Il enfonce ses éperons dans les flancs de sa monture. Il fonce droit vers le centre de l'armée impériale, droit vers Othon, coupant à travers les rangs ennemis, comme un brise-glace à travers la banquise. Il est suivi par toute la chevalerie d'élite française. La véritable bataille, celle des chefs, celle qui décidera du sort de l'Europe, commence maintenant. Et elle sera impitoyable. Les chevaliers français chargent, et ce n'est plus une manœuvre militaire, c'est une force de la nature déchaînée. Une vague d'acier poli, hérissée de lances et d'épées, qui déferle vers l'aigle impérial avec la puissance irrésistible d'un raz-de-marée. Guillaume des Barres est en tête, véritable démon de la guerre, intouchable, invincible. Les récits de l'époque racontent qu'il semblait possédé, son bras frappant sans relâche, son épée abattant hommes et chevaux avec une régularité mécanique effrayante. Devant eux, la garde personnelle de l'empereur tente de faire barrage. Ce sont les meilleurs guerriers de Saxe, des géants blonds bardés de fer, jurés de protéger leur maître jusqu'à la mort. Mais ce jour-là, la loyauté ne pèse rien face à la fureur française. Le choc est dantesque. Les armures se disloquent, les aumes sont enfoncés comme du papier mâché. La garde impériale, réputée invincible, est littéralement pulvérisée,
balayés comme des fétus de paille dans un ouragan. Guillaume des Barres ne s'arrête pas. Son regard est rivé sur une seule cible, Autonne. Il approche, mètre après mètre, se frayant un chemin sanglant à travers la masse ennemie. Il est si près maintenant qu'il peut voir la peur se dessiner dans les yeux de l'empereur. Car oui, Autonne a peur. L'homme qui se voyait déjà maître du monde, l'héritier des Césars, réalise soudain qu'il est mortel. Il voit la mort arriver au galop, et elle porte les couleurs de la France. Dans un dernier élan désespéré, Guillaume des Barres parvient à saisir les rênes du cheval de l'empereur. Le contact est établi. C'est un face-à-face hallucinant au milieu du chaos. Le chevalier français, simple vassal, tient le sort de l'Empire entre ses mains gantées de fer. Il tente de porter le coup fatal, mais la mêlée est trop dense. Les corps se bousculent, les épées s'entrechoquent dans une confusion totale. C'est alors qu'un coup de poignard, porté par un soldat anonyme, blesse mortellement le cheval d'Autonne. La bête, folle de douleur, se cabre violemment et s'effondre, entraînant l'empereur dans sa chute. Pour la deuxième fois de la journée, un souverain mord la poussière. Mais la réaction est radicalement différente. Quand Philippe est tombé, il s'est relevé pour combattre. Quand Autonne tombe, il se relève pour fuir. Ses fidèles parviennent à lui amener un nouveau cheval. Autonne grimpe dessus en tremblant. Il jette un dernier regard terrifié vers la ligne française, qui avance inexorablement, broyant tout sur son passage. Il voit l'étendard aux fleurs de lys flotter plus haut que jamais, porté par le souffle de la victoire. Et là, devant ses propres troupes, devant ses alliés qu'il a convaincus de se battre, devant l'Europe entière qui le regarde, l'empereur du Saint-Empire romain germanique tourne bride. Il éperonne sa monture et s'enfuit au galop. L'image est d'une puissance symbolique dévastatrice. Ce n'est pas une retraite stratégique, c'est une débandade honteuse. Autonne fuit si vite qu'il abandonne tout derrière lui. Il abandonne ses hommes qui se font massacrer pour lui. Il abandonne son honneur et surtout, il abandonne l'impensable, l'aigle impérial. Le Draco, cet étendard mythique, surmonté d'un aigle doré et d'un dragon, symbole de la puissance suprême de l'Allemagne, gît désormais dans la boue sanglante de Bouvinde, piétiné par les sabots des vainqueurs. La nouvelle de la fuite de l'empereur se répand comme une traînée de poudre sur le champ de bataille. L'empereur fuit! L'empereur fuit. Le moral de la coalition, déjà ébranlé par la résistance acharnée des Français, s'effondre littéralement. C'est la panique. La cohésion de l'armée ennemie vole en éclats. Ceux qui, quelques heures plus tôt, rêvaient de piller Paris, ne pensaient plus qu'à sauver leur peau. Ils jettent leurs armes pour courir plus vite. Ils s'enfuient vers les marais, vers les forêts, poursuivis par la cavalerie française qui ne leur laisse aucun répit. Seule l'aile gauche de la coalition, commandée par Renaud de Damartin, résiste encore. Renaud est un autre traître, un comte français passé à l'ennemi. Contrairement à Ferrand l'Orgueilleux ou à Othon le Lâche, Renaud est un guerrier redoutable et courageux. Il sait qu'il n'aura pas de pardon, que sa tête est mise à prix. Alors, il se bat avec l'énergie du désespoir. Il a formé ses hommes en cercle, une hérisson de piques impénétrables, repoussant vague après vague les assauts français. Mais Philippe Auguste, désormais maître du champ de bataille, concentre toutes ses forces sur ce dernier carré. Il ne veut pas seulement vaincre, il veut écraser. L'étau se resserre autour de Renaud. C'est une mise à mort méthodique. Les Français, supérieurs en nombre maintenant que le reste de l'armée ennemie est en déroute, pilonnent la position.
Finalement, submergé, épuisé, couvert de blessures, Renaud de Damartin doit se rendre. Le dernier bastion de la résistance ennemie vient de tomber. Le silence retombe peu à peu sur la plaine de Bouvines. Le soleil commence à se coucher, inondant le champ de bataille d'une lumière rougeoyante, comme pour souligner le carnage qui vient d'avoir lieu. Le spectacle est apocalyptique. Des milliers de corps jonchent le sol, des montagnes de cadavres de chevaux, des armes brisées, des écus fendus. La terre a bu tant de sang qu'elle est devenue une boue collante et sombre. Mais au milieu de cette horreur, une clameur s'élève. Elle commence doucement, un murmure parmi les survivants, puis elle enfle, elle grandit, elle devient un rugissement qui monte vers le ciel. Montjoie, Saint-Denis. Les trompettes sonnent la victoire. Les soldats s'embrassent, pleurent, lèvent leurs épées vers le ciel. Ils ont survécu à l'enfer. Ils ont vaincu l'impossible. Philippe Auguste parcourt le champ de bataille. Il n'est plus seulement un roi capétien, défendant son domaine. À cet instant, il est le père de la nation. Il voit ses barons, ses chevaliers, mais aussi ses miliciens communaux, ses roturiers héroïques, tous unis dans la même allégresse, tous unis par le sang versé. Les barrières sociales, si rigides au Moyen-Âge, semblent s'être effacées l'espace d'un instant. Il n'y a plus de nobles et de vilains, il n'y a que des vainqueurs, il n'y a que des Français. Le butin est immense, le camp ennemi est pillé, mais le véritable trésor, ce sont les prisonniers. C'est une moisson de hauts seigneurs comme on n'en a jamais vu. 5 comtes, dont les traîtres Ferrand et Renaud, sont enchaînés. 25 barons de haut rang, des centaines de chevaliers, c'est toute l'aristocratie rebelle et ennemie qui est capturée d'un seul coup de filet. Ils seront emmenés à Paris, non pas comme des hôtes de marque, mais comme des trophées vivants, preuve tangible de la puissance du roi. Et que dire de l'aigle impérial, ce symbole suprême, brisé, souillé et ramassé par les soldats français. Il sera envoyé à Philippe comme le signe ultime de la déchéance d'automne. L'aigle n'a pas résisté aux fleurs de lys. L'ambition allemande s'est brisée sur le bouclier français. La route du retour vers Paris est une véritable apothéose. Ce n'est pas une simple marche militaire, c'est une procession triomphale qui dure plusieurs jours. Partout où le roi passe, les cloches sonnent à toute volée. Les villages se vident, les paysans accourent au bord des routes, non pas contraints par la force, mais poussés par une ferveur spontanée, inédite. Ils jettent des fleurs, ils agitent des branches, ils crient « Noël, Noël !» le cri de joie de l'époque. Ils veulent voir le roi victorieux, mais ils veulent surtout voir le traître Ferrand, enchaîné dans sa charrette, humilié. Les chansons populaires se moquent de lui. « Ferrand, te voilà ferré !» crie la foule. C'est une explosion de joie collective, une catharsis nationale. Pour la première fois, les habitants de la Bourgogne, de la Champagne, de l'Île-de-France, de la Picardie, ne se sentent plus seulement appartenir à leur province. Ils sentent qu'ils font partie de quelque chose de plus grand. Ils ont partagé la peur de l'invasion, et maintenant, ils partagent l'ivresse de la victoire. À Paris, l'accueil est délirant. La ville est en fête jour et nuit. Les étudiants, les bourgeois, le clergé, tout le monde est dans la rue. On allume des feux de joie à chaque carrefour. On danse, on boit, on chante la gloire de Philippe Auguste. C'est d'ailleurs après cette bataille qu'il portera pleinement ce titre impérial, Augustus, celui qui a augmenté le royaume. Il entre dans sa capitale non plus comme un souverain féodal parmi d'autres, mais comme l'empereur en son royaume, le monarque absolu, incontesté. Mais au-delà des festivités,
Les conséquences géopolitiques de cette journée sont sismiques. En quelques heures de combat acharné, la carte de l'Europe a été redessinée pour des siècles. L'empereur Othon IV est fini, ruiné, discrédité par sa fuite honteuse, abandonné par ses vassaux qui ne peuvent respecter un lâche, il perd sa couronne. Il mourra peu après, seul et oublié, dans un coin obscur de son ancien empire. L'aigle allemand a été abattu en plein vol, et le Saint-Empire sombre dans le chaos des luttes intestines pour longtemps, cessant d'être une menace pour la France. Jean sans terre, le roi d'Angleterre, subit un sort tout aussi humiliant. Lui qui avait financé cette guerre par des impôts écrasants, se retrouve ruiné et vaincu sans même avoir combattu à Bouvines. Sa noblesse anglaise, excédée par ses échecs répétés et sa tyrannie, se révolte. À peine un an après Bouvines, affaibli et acculé, il est forcé de signer la Magna Carta, la Grande Charte, qui limite pour la première fois les pouvoirs du roi d'Angleterre. On peut dire sans exagérer que la démocratie parlementaire anglaise est née, ironiquement, d'une victoire française. Le rêve de l'Empire Plantagenet, cette entité qui étranglait la France depuis des décennies, s'effondre définitivement. La Normandie, l'Anjou, le Maine, la Touraine sont désormais solidement ancrés au royaume de France. Quant à la France sort de cette épreuve transfigurée. Elle n'est plus une proie, elle est devenue la puissance dominante de l'Occident. Personne, pendant des générations, n'osera plus défier le roi de France en bataille rangée. La monarchie est consolidée comme jamais auparavant. Le pouvoir central s'affirme. La paix s'installe, permettant un essor économique et culturel sans précédent. C'est le début du beau XIIIe siècle, le siècle de Saint-Louis, le siècle des cathédrales, le siècle où la France rayonne sur le monde. Bouvines n'est pas juste une victoire militaire, c'est la fondation de notre identité, c'est la preuve, inscrite dans le sang et l'acier, que lorsque la France est unie, lorsque le peuple et ses chefs font corps face à l'adversité, aucune coalition, aussi puissante soit-elle, ne peut nous briser. C'est la leçon éternelle de ce dimanche de juillet 1214. Une leçon de courage, de sacrifice et de grandeur. Et aujourd'hui encore, quand on regarde notre histoire, quand on cherche les racines de cette fierté nationale qui nous anime, il faut remonter là-bas, sur ce plateau du Nord. Il faut écouter le vent qui souffle sur les champs de Bouvines. Si vous tendez l'oreille, vous entendrez peut-être encore le fracas des épées, le hennissement des chevaux, et ce cri puissant qui traverse les âges, ce cri de liberté et de victoire poussé par des hommes qui, un jour d'été, ont refusé de se soumettre et ont choisi de devenir des légendes. Mais ne nous y trompons pas. Ce qui s'est passé ce jour-là dépasse de très loin la simple chronique militaire. C'est un moment de bascule psychologique. Jusqu'à Bouvines, le roi était un seigneur parmi d'autres, souvent moins riche et moins puissant que ses propres vassaux. Jusqu'à Bouvines, la notion de France était floue, une idée abstraite pour des érudits. Mais ce dimanche-là, dans la fureur des combats, quelque chose de nouveau a été forgé, quelque chose de plus dur que l'acier des épées, l'État-nation. Analysez la sociologie de l'armée victorieuse et vous comprendrez pourquoi cette bataille est révolutionnaire. D'un côté, une coalition féodale classique, des princes guidés par l'intérêt personnel, des mercenaires payés pour tuer, des vassaux contraints, c'est le vieux monde. De l'autre, autour de Philippe Auguste, c'est une armée nationale avant la lettre. Les milices communales n'étaient pas obligées d'être là avec autant d'effectifs. Elles sont venues parce qu'elles ont compris que leur destin était lié à celui du trône. Le boucher de Paris
et le chevalier de Champagne se sont battus côte à côte, ont saigné ensemble, ont triomphé ensemble. C'est une rupture totale avec le passé. La France cesse d'être une propriété foncière pour devenir une cause commune. Et regardez le destin tragique des vaincus. Il est presque biblique dans sa justice immanente. Renaud de Damartin, ce guerrier formidable qui a tenu tête à toute l'armée française jusqu'au crépuscule, finira ses jours dans une geôle sombre de la forteresse du Goulet, enchaîné à un gros bloc de pierre qu'il devait traîner. Il se suicidera des années plus tard, brisé par le remords et la captivité. Ferrand de Flandre restera 12 ans en prison, 12 longues années à méditer sur le prix de la trahison, avant d'être libéré, vieilli, malade et politiquement insignifiant. Philippe Auguste, lui, n'a pas seulement gagné une guerre, il a gagné l'immortalité. En rentrant à Paris, il ne pose pas seulement les bases d'une puissance militaire, il pose les bases d'une administration moderne. Fort de cette légitimité incontestable, il va pouvoir construire, légiférer, organiser. Il pave les rues de Paris, il construit les halles, il érige la forteresse du Louvre pour protéger ses trésors et ses archives. La victoire de Bouvines finance la modernisation de la France. Chaque pierre du vieux Louvre, chaque charte signée, chaque institution créée, porte en elle l'écho de cette victoire. Sans Bouvines, pas de siècle de Saint-Louis, pas de monarchie absolue, pas de France telle que nous la connaissons. C'est aussi la fin d'un complexe d'infériorité. Pendant longtemps, l'Empire germanique se considérait comme le seul héritier légitime de Rome, regardant la France avec condescendance. Après Bouvines, le maintenait